Alors bonjour. Aujourd'hui, nous allons voir un peu ce qu'est l'éthique de la recherche. Plus en particulier, nous allons réfléchir sur les comités d'éthique en recherche. Comment est-ce qu'on fait l'évaluation éthique d'une recherche lorsqu'il y a la présence d'êtres humains? Avant de commencer, je vais vous dire que mettre un peu les limites. Alors, la première chose qu'on doit dire, c'est que les comités d'éthique ne peuvent pas examiner tous les enjeux éthiques qui se rapportent à la recherche scientifique. Il y a beaucoup d'enjeux qui sont impliqués dans une recherche scientifique qui ne relèvent pas d'un comité d'éthique de la recherche comme tel. Et là, je donne des exemples assez importants. Par exemple, l'intégrité du chercheur. Est-ce que le chercheur, par exemple, est intègre et on est dans une éthique de la vertu? Le comité d'éthique ne peut pas, comme tel, examiner ça. Et ça vient avec la question du fait que certains chercheurs pourraient, pour des raisons, disons, d'intérêt personnel, manipuler les données de recherche. Et justement, il y a eu des recherches par rapport à cela. Il y a plusieurs chercheurs qui manipulent des données parfois pour prouver leur hypothèse ou parce que leur carrière est en jeu ou parce qu'il y a des grosses sommes d'argent ou parce qu'il y a des bailleurs de fonds qui leur mettent de la pression. Et donc, parfois, on ne peut pas le comité d'éthique de la recherche ne peut pas prendre en considération, ne peut pas savoir si, par exemple, il y a des conflits d'intérêts qui sont impliqués. Par exemple, si une compagnie subventionne une recherche sur son produit, ben, on va examiner l'éthique, mais on ne peut pas savoir s'il y a manipulation des données, s'il y a interférence, etc. Et bien sûr, cette question-là, c'est une question importante parce que dans l'histoire, il y a eu plusieurs cas d'abus. On prend par exemple deux cas avec des pharmaceutiques. Par exemple, le Tamiflu, le Vioxx, ce sont des cas assez connus où les compagnies pharmaceutiques, comme il y avait eu des gros investissements, ont décidé de rentabiliser leur investissement. Par exemple, dans le cas du Vioxx, qui est un anti-inflammatoire, on a pu voir jusqu'à 60 000 décès dans le monde à cause de ce médicament-là. La raison de tout ça, c'est que la compagnie pharmaceutique comme telle, elle a un droit de propriété intellectuelle sur ses recherches et elle avait uniquement publié les recherches qui étaient favorables à son médicament et elle avait retenu, gardé pour elle, les recherches qui finalement montraient que le Vioxx pouvait avoir des effets délétères, même mortels sur certains patients. Et donc, le comité d'éthique à la recherche n'a pas le contrôle sur tout, mais il y a un certain contrôle dans la procédure de la recherche elle-même. Donc, tout le contexte de la recherche, l'intégrité de la compagnie, c'est comme Coca-Cola qui fait des études sur la nutrition, puis qui finit par démontrer que c'est très sain de boire du Coca-Cola pour la santé. On peut quand même se poser des questions, là, hein? Et il y a d'autres questions lorsqu'on est devant une recherche scientifique au niveau éthique, à savoir qui finance, y a-t-il des conflits d'intérêts, etc., qui peuvent être posées, qui peuvent poser des questions éthiques, mais qui ne relèvent pas comme telles d'un comité d'éthique, mais qui sont quand même liées à l'éthique du chercheur. Comme tel, l'éthique de la recherche fait partie d'une sorte d'éthique qu'on appelle la bioéthique, qui est une éthique appliquée à la vie, hein, bio, la vie, éthique, l'éthique liée à la vie. L'éthique clinique a deux grands, on pourrait dire, pendants. Le premier, c'est l'éthique de la recherche, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et le deuxième, c'est l'éthique clinique. L'éthique clinique, c'est lié aux soins des patients. Okay? Dans les deux cas, il y a des principes qui sont incontournables, tant en éthique de la recherche qu'en éthique clinique, donc en bioéthique. Ces principes-là, je vous les nomme, puis on va les examiner aujourd'hui dans la présentation. Donc, le premier principe, c'est le principe du respect de la personne. Donc, c'est une norme qu'on doit respecter.
Le deuxième, c'est une préoccupation pour le bien-être des personnes. Et donc, ça, ici, on est dans une éthique conséquentialiste. On va examiner les conséquences possibles du fait, par exemple, de passer la recherche pour voir s'il n'y a pas des risques. On va être dans l'évaluation du risque essentiellement. Puis, on a une dernière norme, qui est un dernier principe qu'on va examiner, qui est un principe de justice, hein, qui vise à examiner s'il n'y a pas, par exemple, un préjudice qui viendrait avec la participation à la recherche. Aujourd'hui, on va examiner plus précisément chacune de ces normes-là et de ces conséquences-là, de ces principes-là, pour voir comment est-ce qu'on examine, ou qu'est-ce qu'on regarde dans un comité d'éthique, et qu'est-ce qui compte lorsqu'on fait une recherche, puis dans l'évaluation éthique d'une recherche. Donc, commençons d'abord par le début, à savoir quel est le rôle exactement, puis la composition d'un comité d'éthique. Le comité d'éthique, essentiellement, comme je vous l'ai dit, ne peut pas évaluer l'ensemble des facteurs éthiques qui entourent la recherche, mais il va se pencher sur la procédure de la recherche comme telle. Que le chercheur va faire sa recherche avec des êtres humains, il y a une sorte de procédure, il y a une collecte de données, etc. Ça peut impliquer un leurre, il y a toute une procédure de recherche, une méthodologie de recherche, et on va faire une évaluation éthique de cette procédure-là à l'aide des principes dont je vous ai parlé à la diapositive précédente. La composition d'un comité d'éthique, c'est une composition qui est la plus diversifiée possible. Donc, ce n'est pas une personne qui prend la décision. On est vraiment dans une dynamique plutôt dialogique. Alors déjà, le comité d'éthique doit examiner, évaluer, puis discuter pour arriver, si possible, bien sûr, à un consensus. Donc, on a plusieurs intervenants, habituellement de plusieurs milieux ou avec plusieurs spécialités. Si on regarde ici, bien, on a besoin au Cégep de l'Outaouais, on a un spécialiste en éthique. On a un spécialiste aussi en droit, parce que souvent la recherche implique des enjeux légaux ou peut impliquer des enjeux légaux. Souvent, on a des gens qui sont versés en recherche, donc qui ont fait de la recherche, qui connaissent la recherche, les procédures, etc. Puis, ici, on a aussi un membre externe qui a une certaine expertise et qui peut nous aider dans notre tâche. Évidemment, c'est à chacune plutôt des institutions de déterminer la composition de son comité d'éthique, de la recherche, mais habituellement, on a des spécialistes en recherche, des spécialistes en éthique, spécialistes en droit. Ça, c'est pas mal conventionnel, là. C'est normal, si on peut dire. OK? Maintenant, on va regarder chacun des principes, en commençant par celui du respect des personnes. On a affaire ici à une norme, et le fondement, on pourrait dire, de ce principe-là, c'est précisément la reconnaissance de la liberté et de l'autonomie de la personne. Donc, le comité d'éthique de la recherche doit s'assurer que dans la procédure de recherche, l'autonomie des personnes est respectée et leur liberté est respectée aussi. Et ça, ça passe à travers l'examen du consentement. C'est-à-dire, il faut absolument qu'il y ait un consentement libre et éclairé à la participation à la recherche pour des êtres humains. Et ce consentement libre et éclairé-là, il doit impliquer nécessairement un droit de retrait. Donc, la personne qui s'engage à participer à une recherche ne s'engage pas à poursuivre la recherche jusqu'à la fin. Elle a toujours le droit, de se désister en cours de route. Okay? Bien sûr, pour que le consentement soit éclairé, les participants doivent comprendre la recherche. Ils doivent comprendre, par exemple, s'il y a un certain risque, ils doivent être mis au courant de ce risque-là et ils doivent décider, s'ils décident de participer à la recherche, prendre une décision qui est éclairée en toute connaissance de cause. Ce qui va impliquer que le chercheur, bien sûr, explique le risque s'il y a risque. OK?
Évidemment, il y a des facteurs qui vont être pris en compte par le comité d'éthique de la recherche, en particulier tous les facteurs qui pourraient réduire l'autonomie des participants, par exemple des facteurs économiques et sociaux. Si on a affaire, par exemple, à une recherche où on donne une somme d'argent en échange d'une participation, est-ce que les participants vont vraiment faire la recherche parce qu'ils le souhaitent de façon libre ou il y a une certaine forme de violence indirecte de la société? Et là, je pense en particulier à des recherches qui se font maintenant sur des nouveaux médicaments. Parfois, on donne des sommes assez importantes. Et évidemment, les personnes qui participent aux recherches, ça peut être des personnes vulnérables dans une situation de vulnérabilité économique et qui décident de participer à cette recherche-là pour avoir le montant d'argent. Et donc, d'une certaine façon, il peut y avoir des facteurs économiques et sociaux. On va voir plusieurs facteurs un peu plus loin qui peuvent affecter le consentement et sur lesquels devront réfléchir les membres du comité d'éthique de la recherche. OK? Il y a un ensemble de populations, bien sûr, qui sont vulnérables aussi. Par exemple, si on a affaire à des personnes mineures, à des enfants, par exemple, eh bien là, le consentement libre et éclairé devient un peu plus difficile, ou des populations qui sont très vulnérables. On doit prendre ça en considération pour évaluer si la personne est vraiment libre et choisit de participer à la recherche de son plein gré comme tel. Qu'est-ce qu'on va regarder plus précisément, là, parce que ça, c'est un peu des lignes directrices que le comité doit suivre, mais on peut regarder des exigences plus concrètes. OK? Donc, comme tel, pour que le consentement soit libre et éclairé, il faut que la personne connaisse l'objectif de la recherche. Il faut que la personne qui participe à la recherche sache dans quoi elle s'embarque. Donc, les objectifs de la recherche, une description très claire de ce qu'elle va être amenée à faire, okay? Du temps que ça va lui prendre, etc., pour savoir dans quoi elle s'embarque comme telle. Et, bien sûr, des risques s'il y a des risques. Mais aussi des avantages potentiels, parce qu'on parle beaucoup des risques, mais parfois participer à une recherche peut avoir des avantages. Par exemple, si on participe à une recherche sur, je sais pas, l'apprentissage, les modes d'apprentissage, puis on peut finalement réfléchir sur soi-même et découvrir, par exemple, des nouvelles stratégies d'apprentissage auxquelles on n'avait pas pensé. Donc, parfois, participer à une recherche, ça peut aussi avoir des avantages. Ça n'a pas seulement des risques. Mais la personne doit être aiguillée, surtout s'il y a des risques. On doit toujours aussi avoir les coordonnées de la personne chercheuse lorsqu'on donne notre consentement, parce que si la personne a une question, elle doit être en mesure de pouvoir rejoindre la personne chercheuse. Et évidemment, avant de prendre un consentement, sur le formulaire de consentement, on doit donner à la personne qui s'implique dans la recherche la garantie qu'elle peut décider de mettre fin à sa participation à n'importe quel moment, sans préjudice comme tel. Et ça, on va y arriver lorsqu'on va arriver dans le principe de justice comme tel, parce que les trois principes, quand même, ne sont pas totalement en silo. Là. Il y a des interactions entre ces principes-là, mais la personne doit pouvoir se retirer de la recherche sans risquer, justement, de subir un préjudice. Maintenant, comme tel, pour s'assurer de la liberté de la personne, il y a aussi des considérations à avoir lors de la passation de la recherche. Par exemple, lorsqu'on va chercher les informations, soit en passant un formulaire ou soit dans le processus de collecte de données. À ce moment-là, habituellement, le chercheur devrait vraiment répéter l'objet de l'étude, puis expliquer clairement à la personne les tâches qu'elle doit accomplir. Puis si la personne qui passe la recherche a des questions, elle devrait être encouragée à poser des questions pour s'assurer qu'elle comprend bien ce qui se passe. Et finalement, si elle refuse, si elle se trouve dans un état de perturbation, si elle se sent mal à l'aise, il faut lui rappeler qu'elle a le droit de retrait.
Parce que parfois, on veut participer à une recherche, mais si la recherche est sur un sujet sensible, par exemple la violence, ou etc., puis qu'on a subi soi-même de la violence, ben, ça se peut que ça nous fasse revivre des, des émotions en passant à la recherche qu'on n'avait pas prévues. Et là, ben, faut que la personne puisse se retirer comme telle, puis il faut lui rappeler. Donc, il ne faut pas qu'elle sente une pression, soit de continuer ou pour faire plaisir. Donc, il y a plusieurs raisons pour lesquelles la personne pourrait se sentir pas libre. Il faut un peu prévoir ça. Euh, donc, elle peut finalement se retirer. Et on doit lui dire aussi qu'elle a le droit de refuser de faire une tâche. Si elle ne veut plus, si elle ne veut pas faire cette tâche-là, ben elle peut refuser de le faire. Euh, donc, évidemment, euh, la participation d'une personne à une recherche ne la prive pas de ses droits, de tout recours qu'elle pourrait avoir si, par exemple, la recherche, la participation à la recherche comme telle, on participe à une recherche et finalement, ça a un effet grave sur notre santé. Eh bien, c'est bon de savoir que, faut parfois le dire dans certaines recherches, que ça ne la prive pas de ses droits judiciaires. Donc, elle pourrait, même si elle a accepté de participer à la recherche, elle pourrait poursuivre là, si jamais les conséquences sur elle sont trop importantes là, au niveau physique, par exemple. Participer à une recherche qui se solde par finalement une maladie, etc. Et bien, évidemment, pour que le consentement soit vraiment libre et éclairé, il y a certaines choses qu'on doit considérer ou ce qui doivent finalement éveiller parfois nos réflexions dans le comité d'éthique. Par exemple, s'il y a un leurre. Il y a certaines recherches qui doivent avoir recours à un leurre. C'est-à-dire que on ne peut pas expliquer exactement la recherche telle qu'elle parce qu'il faut absolument que la personne ignore euh, l'objectif de la recherche pour qu'elle réponde correctement. Okay? Pour pas qu'elle biaise ses réponses jusqu'à un certain point. Il y a plusieurs recherches qui utilisent des leurres. Et donc, d'une certaine façon, dans ce cas-là, on ne peut pas vraiment expliquer la recherche. Hein? Bon, vous avez peut-être déjà entendu parler de l'expérience de Milgram, qui est une expérience extrêmement connue, là, qui ne passerait pas aujourd'hui probablement un comité d'éthique de la recherche, mais on utilisait un leurre, c'est-à-dire que ce qu'on faisait, c'est qu'on disait que c'était une étude sur l'apprentissage, et là, on donnait des chocs électriques, en fin de compte, aux gens, quand il n'y avait pas une bonne réponse là, sur des questions. Puis c'était la personne qui donnait le choc, c'est elle qui participait à la recherche. Elle pensait, elle, qu'elle faisait une recherche sur l'apprentissage, mais dans le fond, elle faisait une recherche sur le respect de l'autorité. Et c'est un leurre, n'est-ce pas? Donc, elle pense qu'elle fait une recherche sur le respect, sur l'apprentissage, mais dans le fond, la recherche est sur le respect de l'autorité. Et bon, dans l'expérience de Milgram, plusieurs personnes, à peu près, bon, 80%, là, bon, allaient jusqu'à donner des décharges électriques potentiellement mortelles aux gens par respect de l'autorité. Donc, évidemment, quand ils retournaient chez eux, ils disaient « Ouais, moi, j'aurais tué quelqu'un. Hein? » Bon, donc, évidemment, ben, ça peut avoir des risques, puis ces risques-là, ils ne les connaissaient pas avant, n'est-ce pas? Donc, aussitôt qu'il y a un leurre, il faut examiner, là, parce qu'il y a un risque plus grand, possiblement. Puis, ben, le consentement n'est pas nécessairement libre. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de recherche avec des leurres, parce que pour étudier certaines questions, on ne doit pas expliquer nécessairement le but de la recherche. Si on l'expliquait, ça pourrait biaiser les résultats. Mais il faut quand même, s'il y en a un, que le comité d'éthique de la recherche se penche sur cette question-là. La vulnérabilité, les populations qui sont à risque, je l'ai parlé tout à l'heure. Évidemment, on parle des mineurs, ça c'est clair, là. Mais il y a d'autres populations à risque. Par exemple, si on fait des recherches sur les populations en situation d'itinérance, sur des populations, par exemple, qui ont des problèmes de santé mentale, sur des populations qui vivent la discrimination systématique, des choses comme ça, bien évidemment, il pourrait y avoir un consentement
qui n'est pas nécessairement libre et éclairé. Et donc, il faut examiner la situation avec un petit peu plus de prudence comme tel. Autre facteur, est-ce qu'il y a une incitation? Si par exemple on promet de l'argent ou il y a une promesse d'une récompense quelconque pour participer à la recherche, parfois on le permet parce qu'il y a des recherches qui demandent beaucoup de temps. Vous comprenez que si on demande de faire une recherche là, en laboratoire, que ce soit sur quoi que ce soit, là, sur la façon qu'on a d'associer, je ne sais pas, des représentations à des représentations, est-ce qu'on a des billets, etc., puis qu'il faut qu'on aille en laboratoire pendant 4 heures, bien évidemment, c'est difficile de trouver des participants. Donc, souvent, les chercheurs, pour attirer des participants, ils vont donner quelque chose comme une promesse d'argent, une récompense quelconque. Maintenant, cette incitation-là, est-ce qu'elle est éthique? C'est-à-dire que est-ce qu'elle va à l'encontre, par exemple, du principe de justice? On va y arriver tout à l'heure au principe de justice. Par exemple, si on est dans une situation d'autorité où la personne pourrait penser que sa promotion sociale est liée à la participation à une recherche, ben là, on n'a pas un consentement qui est nécessairement libre comme tel. Ou si on a une population qui est très pauvre, et qui se sent obligé de participer à une recherche, on n'a pas vraiment un consentement qui est libre comme tel. Donc, aussitôt qu'il y a un avantage, là, disons, pécunier ou une promesse qui est associée à la participation à la recherche, il faut examiner s'il n'y aurait pas un problème éthique là, par rapport au consentement. Évidemment, tout ça, ça vient aussi avec la question du sentiment de redevance, c'est-à-dire de la relation hiérarchique. Si par exemple, on a un enseignant qui fait une recherche sur la pédagogie, mais il la fait avec ses propres étudiants, et que l'étudiant, il a comme l'impression que la réussite dans sa classe pourrait dépendre, dans son cours plutôt, pourrait dépendre de sa participation ou non à la recherche, peut-être qu'il se sent obligé de participer à une recherche comme telle. Ou si on fait des études, je ne sais pas, moi, par rapport aux policiers, mais que c'est le directeur qui a accès aux résultats, ben là, la personne, évidemment, est dans une relation hiérarchique. Elle peut penser qu'elle a une sorte d'obligation. Et ça, c'est des cas qu'on voit souvent, parce que souvent, par exemple, les professeurs d'université se cherchent des gens pour participer à leur recherche. Et donc, ils vont demander à leurs propres étudiants, mettons, à la maîtrise ou au doctorat. Et donc, est-ce que vraiment il y a des relations hiérarchiques possibles? Ça peut arriver que le comité d'éthique de la recherche demande qu'il ne puisse pas y avoir un échantillonnage comme tel qui soit lié, par exemple, à des gens qui sont dans des positions là, hiérarchiques les uns par rapport aux autres. Par exemple, si on fait une étude sur la pédagogie, ben oui, on peut faire une étude sur la pédagogie, mais pas dans notre propre classe. Par exemple, on le fait dans d'autres classes, pour pas que le professeur puisse, pour pas que, mettons, l'étudiant puisse penser qu'il y a une obligation de participer à la recherche là, pour avoir une bonne note. Okay? Mais ça, c'est des cas intéressants quand même pour le consentement. Donc, c'est lié bien sûr à l'influence indue. Est-ce que quelqu'un pourrait mettre de la pression, par exemple, pour participer à la recherche? Les chercheurs, parfois, sont désespérés là, d'avoir des participants. Donc, évidemment, la façon qu'on le traite, sa promotion professionnelle, etc. Est-ce que le consentement est vraiment libre comme tel? Ou est-ce qu'il y a des pressions sociales qui s'exercent? On lui promet quelque chose, ou on lui laisse entendre, ou il pourrait penser, parce que c'est pas nécessairement le chercheur qui le fait, mais il pourrait penser que sa participation à la recherche est obligatoire, ou que s'il ne participe pas à la recherche, il y aura des conséquences. Aussitôt qu'on a une situation comme ça, on va demander habituellement de faire des ajustements pour que le consentement soit vraiment libre et éclairé. Alors ça termine comme tel le consentement libre et éclairé, le respect des personnes, le respect de leur liberté dans la participation à la recherche.
Maintenant, on va passer au deuxième principe, qui est un principe plus conséquentialiste, c'est-à-dire qu'ici, on est vraiment dans l'examen des conséquences. Les conséquences que pourrait avoir la recherche. Parce que c'est pas parce que quelqu'un accepte de participer à une recherche de façon libre et éclairée que les conséquences ne sont pas à considérer par le comité d'éthique de la recherche. Les premières conséquences qu'on va regarder qui sont possibles, c'est sur la santé. Parce qu'il y a plusieurs études qui pourraient avoir des conséquences sur la pensée physique, sur la santé physique. Si par exemple, je ne sais pas moi, on donne des chocs électriques, par exemple, ça pourrait avoir des conséquences. Ou si par exemple on fait passer des questionnaires qui sont extrêmement chargés, qui posent des questions qui viennent vraiment, qui sont chargés, qui peuvent, en tout cas, qui peuvent être chargés émotionnellement pour certaines personnes ou qui peuvent réanimer certains souvenirs traumatiques, hein, sur la violence, sur la guerre, etc., sur les violences sexuelles, par exemple, là, sur des moments de discrimination. Bon, ben, c'est sûr que ça peut avoir des effets au niveau de la santé psychologique aussi. Et on pourrait même dire spirituel, donc le lien à la communauté. On va rentrer dans la santé spirituelle, par exemple. L'intégration à la communauté. Si on fait une recherche qui risque d'avoir pour effet de nous exclure d'une communauté, par exemple, une recherche sur le fait d'être dans la communauté LGBTQ lorsqu'on est dans une communauté très religieuse, ben, si par exemple notre communauté sait que nous avons participé à cette recherche-là, etc., puis là, elle apprend qu'on fait partie de la communauté LGBTQ, etc. Vous savez, il y a toutes sortes de risques là, qui sont à examiner. Et donc, il faut regarder ça comme tel. Et bien sûr, ben, il y a aussi la santé est parfois liée aussi, au fond, aux conséquences comme telles sur la promotion sociale, la réputation, la réussite, l'emploi. Participer à une recherche comme telle ne devrait pas avoir des répercussions pour la personne qui participe à la recherche sur sa possibilité d'avoir une promotion. Par exemple, on fait des recherches sur ceux qui consomment, par exemple, la marijuana dans le secteur des transports lorsqu'ils n'ont pas le droit d'en consommer. Ben, si on veut avoir vraiment des données fidèles, il faut que les gens aient confiance dans le chercheur. Mais il faut s'assurer que les données de la recherche ne pourront pas non plus être utilisées contre la personne qui a participé à la recherche. N'est-ce pas? Donc, évidemment, on a des moyens pour examiner ça. On va faire une évaluation du risque. Okay? Donc, on va regarder, est-ce qu'il y a un risque à participer à la recherche pour le participant? Puis on va regarder ce risque-là sur le plan de sa santé, puis sur le plan aussi social. Okay? Évidemment, un des moyens privilégiés, on va revenir, pour atténuer les risques, c'est s'assurer de la confidentialité, c'est-à-dire s'assurer de la protection des données. Et qui va avoir accès aux données, c'est très important, on va y arriver. Mais par exemple, si les données de la recherche sont ouvertes, puis qu'on peut savoir un peu par recoupement de données qui a dit quoi, ça pourrait avoir des impacts sur la personne qui a participé à la recherche, des impacts sociaux. Donc, il faut absolument que les données soient confidentielles, qu'on ne soit pas capable de découvrir, par exemple, qui a dit quoi. Si on parle, par exemple, contre notre institution dans le cadre d'une recherche, on fait une recherche, par exemple, pour évaluer, par exemple, l'efficacité d'un programme. Puis là, on demande aux intervenants qu'est-ce qu'ils ont vu, etc. Puis que finalement, on veut avoir des données fidèles, il faut que les gens puissent dire vraiment la vérité d'une certaine façon. Mais aussi, il ne faut pas qu'ils craignent d'avoir des répercussions. Okay? Donc pour ça,
on va se demander qui a accès aux données, hein? Où vont être les données, etc. Et finalement, pour la santé comme telle, s'il y a des risques sur la santé, ben, on va les évaluer, mais il faut qu'il y ait des ressources d'aide disponibles et accessibles. Et ça, c'est très important. OK? Donc, est-ce que, par exemple, si il y a une recherche qui pourrait avoir créé, par exemple, une crise d'anxiété chez les gens, est-ce qu'on a des ressources psychologiques qui sont disponibles, mais aussi accessibles? OK? Donc, vous savez, par exemple, et puis ça peut dépendre des régions, hein. Par exemple, nous, dans l'Outaouais, ben, on n'a pas tant de ressources là, en santé qui sont accessibles facilement. Donc, évidemment, des fois, ben, dans notre comité d'éthique de la recherche, on, on va avoir des interrogations qui ne seront peut-être pas les mêmes que si on était dans une région, par exemple, où il y a des ressources qui sont très accessibles. OK? Donc, on a quand même une évaluation du risque. On l'a vu, bon, on a des risques qui pourraient être physiques, hein, si on prend des médicaments ou si on a à effectuer, par exemple, des tâches avec notre corps. Quels sont les risques physiques et est-ce qu'on a des personnes qui sont plus vulnérables sur le plan physique aussi? On pourrait avoir des risques psychiques. Est-ce que ça pourrait, par exemple, avoir créé une crise chez la personne au niveau psychologique? On pourrait avoir des risques même économiques. Si, par exemple, c'est lié aux risques sociaux, là, les risques économiques, évidemment. Là, on est dans le principe de justice, on va y arriver, mais si la personne participe comme telle à une recherche et que là, ça l'amène à perdre ça l'amène à perdre son emploi, ben, c'est un risque, évidemment. Mais ça, faut prévenir. L'objectif du comité d'éthique de la recherche, c'est de prévenir, hein, ce genre de risque-là. On pourrait avoir même des risques sociaux, par exemple, le fait qu'on reconnaisse une personne, des fois par recoupement de données, là, en lisant une recherche, des résultats de recherche, on dit, ah, mais c'est cette personne-là qui a vécu ça, on le sait, on est capable de le découvrir. Et là, ben, tout à coup, on apprend des choses qui étaient intimes, que la personne ne voulait pas révéler nécessairement. Donc là, ben, il faut faire attention à ça, n'est-ce pas? Si par exemple la famille de la personne qui a fait la recherche lit la recherche sur une personne, par exemple, qui est mettons, qui est au seuil de la mort, puis on lui pose des questions, par exemple, sur sa vie, puis elle révèle des choses, puis là, ben là, on est capable de le voir, puis là, ben, ça pourrait, par exemple, impliquer toutes sortes de conséquences sociales, là. Par exemple, si on fait une étude, je donne un exemple comme ça, là, mais c'est parce qu'on a déjà vu ça, sur comment les personnes qui ont eu des parents qui avaient des problèmes de santé mentale, ces gens-là vont révéler des choses, n'est-ce pas? Et on ne veut pas que ça ait des effets sur leur famille, là, etc., etc. OK? Évidemment, ben, les recherches n'ont pas que des risques, ils peuvent avoir des avantages directs ou indirects. Bien sûr, il y a toujours des avantages pour la connaissance là, qui sont importants, mais il y a beaucoup de recherches où, oui, il y a certains risques, mais il y a certains avantages aussi à participer à la recherche. Par exemple, on peut découvrir des choses sur soi. On peut avoir un soutien particulier dans certains cas. Si par exemple on va faire des, des tests sur l'apprentissage, ben, on peut avoir par exemple un soutien particulier. Si on fait par exemple, on a eu des recherches sur la lecture, comment bien lire. Bon, ben, la personne qui participe à la recherche peut découvrir des nouvelles stratégies pour apprendre à mieux lire, par exemple. Okay? Elle peut apprendre beaucoup sur elle. Elle peut parfois aussi avoir un soutien psychologique, par exemple, si on fait des recherches là, sur des événements qui ont été difficiles dans notre vie, ben, souvent le simple fait d'en parler, si on parle à un professionnel, par exemple,
ben, ça peut avoir un effet thérapeutique. OK? Donc, parfois, il y a des avantages à la recherche qu'on doit considérer, puis il y a des avantages aussi sur la connaissance. Des fois, on doit aller chercher des connaissances et ça implique, évidemment, pour les participants, un certain risque. Et là, ben, il faut qu'on regarde le risque. Il faut qu'on réduise le risque au minimum, mais ne pas avoir de connaissances implique aussi un risque. Et ça, faut savoir ça. Si on n'a aucune connaissance, si on ne fait aucune recherche scientifique, par exemple, sur les médicaments, ben, on n'aura jamais de connaissances sur les médicaments et donc ça implique bien sûr des risques. Si on ne fait pas d'études, par exemple, qui impliquent des populations vulnérables, ben, on ne connaîtra pas qu'est-ce que vivent ces populations vulnérables-là et par le fait même, ces populations vulnérables-là vont être encore plus à risque. Alors, donc, il y a des avantages à la connaissance scientifique et ben, parfois, on doit les considérer dans un comité d'éthique de la recherche, même s'il y a un certain risque, qui n'est pas minimal, on va y arriver, ben, il peut y avoir un avantage à la recherche qui vient un peu contrebalancer le risque. Okay? Évidemment, tout ça doit être expliqué aux participants, le risque et l'avantage, pour qu'ils puissent faire un consentement libre et éclairé, comme on l'a vu tout à l'heure. Okay? On va justement évaluer le niveau de risque. C'est important lorsqu'on est dans un comité d'éthique de la recherche d'être capable d'évaluer le risque. Et là, bon, on a des discussions, on a des délibérations pour voir s'il y a un risque. Des fois, il y a des gens qui ont vu des risques, d'autres qui n'en ont pas vu. Puis ça arrive, on dit, ah ben oui, c'est vrai, j'avais pas vu ce risque-là. Mais par exemple, si on fait passer, je sais pas moi, un questionnaire par Internet sur des questions sensibles, ben, il peut y avoir un risque psychologique. Puis là, bon, on va essayer de proposer autre chose. Mais est-ce que la personne qui participe ou qui ne participe pas, qui décide de ne pas participer, est-ce qu'il pourrait y avoir un préjudice et est-ce que le préjudice va être mineur ou majeur? Par exemple, mineur, ben, par exemple, des petits inconvénients, une perte de temps, des petits inconforts, là, je veux dire, quand on passe une recherche là, qui implique, par exemple, je sais pas moi, je sais pas, des examens, etc. Là, il peut y avoir un inconfort, mais c'est pas grave, quoi. Ou majeur, est-ce qu'il pourrait y avoir, par exemple, vraiment un traumatisme physique parfois, ou des conséquences aussi qui pourraient durer? Ça, c'est la deuxième chose. Est-ce que le préjudice va être juste temporaire ou il va être durable? Si par exemple, on l'a vu, là, le risque économique et social vient avec l'exclusion de d'un certain type d'emploi, etc., on a un risque à ce niveau-là. Ben là, le risque est durable, n'est-ce pas? Donc, si si ça a un effet sur notre réputation qui est important, parce que les données n'ont pas été bien protégées, ben le risque est durable. Je veux dire, quand les gens nous révèlent des choses dans la recherche, en tant que chercheur, il faut s'assurer que la personne n'a pas de préjudice. Mais si elle en a un, on va essayer de l'atténuer. Et c'est pas pareil si le préjudice est juste momentané, un certain inconfort, du temps perdu, etc. Bon. Ou s'il est durable, potentiellement. S'il est durable, puis s'il est important, il est majeur, ben, on va parfois décider que le risque est trop important. Et on va refuser d'accorder une certification éthique à la recherche. Okay? Je prenais l'expérience de Milgram tout à l'heure. Ben ça, on a un cas où la personne peut avoir un traumatisme majeur, c'est-à-dire qu'elle se rend compte qu'elle n'a pas d'éthique. Je veux dire qu'elle pourrait aller jusqu'à tuer quelqu'un sur l'impact de l'autorité. Et ça peut être quand même assez durable. Maintenant, évidemment, la personne, on pourrait se dire, ben, si elle s'en rend compte, peut-être mieux que si elle s'en rend pas compte. Là. Mais en même temps, dans ce cas-là, la certification éthique comme telle, elle ne serait sûrement pas donnée là, pour une expérience comme celle-là. Il se peut aussi que le risque touche d'autres personnes, comme par exemple des membres de sa famille, des collègues, la communauté, les gens qui ne participent pas, etc., à la recherche. Et donc, évidemment, dans ce cas-là, on doit aussi évaluer le risque là,
sur la société comme telle. Évidemment, parfois, ce risque-là sur la société va être balancé par les avantages. Une recherche qui aurait un risque minimal, on en rencontre très souvent. C'est un risque qui est très faible, voire nul. C'est-à-dire qu'on ne voit pas vraiment où il pourrait y avoir de risque là, dans la recherche. Là, si on fait une recherche là, comme telle là, qui pourrait pas avoir de préjudice, ça peut pas vraiment avoir d'effet sur la santé comme telle. C'est un vrai risque on veut savoir pourquoi, par exemple, les personnes ont abandonné leurs études. Ben là, ça va dépendre. Là, mais actuellement, le risque il est pas élevé. Quoi. Il y a peut-être un petit risque que la personne réalise que, bon, je sais pas, moi, elle a manqué de courage, elle ne s'est pas pris en main, etc. Elle a des difficultés intellectuelles. Mais c'est pas des gros risques comme tels. OK? Mais si on fait des risques pour voir c'est quoi les conditions de réussite, puis les personnes qui participent, c'est ceux qui ont réussi leur étude collégiale, ben, il y a encore moins de risques. Le risque est encore moins grand. Quand on a des personnes vulnérables, quand on a des personnes qui sont, par exemple, mineures, on essaie d'avoir essentiellement là, une recherche avec un risque minimal. C'est-à-dire que le recrutement ne va pas augmenter la vulnérabilité. On ne voit pas vraiment le risque de la recherche. Donc ça, des recherches avec un risque minimal, c'est ce qu'on vise. C'est ce qu'on vise essentiellement ici au Cégep. Il nous est arrivé peut-être d'avoir des recherches avec un niveau de risque un petit peu plus que minimal. On essaie d'atténuer le risque. Surtout qu'au Cégep, nous ici, on a des personnes qui ne sont pas majeures. Par exemple, il y a certains étudiants qui ne sont pas majeurs. Donc, avec des étudiants qui ne sont pas majeurs, on essaie d'avoir un risque minimal, mais on ne va pas avec un gros risque. Jamais, jamais. Okay? Jamais de gros risques comme tel lorsque la personne n'est pas majeure. Si on a des personnes qui ne sont pas vraiment, qui sont des enfants, ben là, on veut vraiment un risque mineur comme tel. Donc, le risque minimal. Quand on considère que c'est un risque minimal, les procédures d'acceptation sont souvent très rapides, très simples. Il n'y a pas vraiment de recommandations habituellement du comité d'éthique de la recherche. Okay? Maintenant, il y a souvent des recommandations lorsque des risques sont jugés plus importants ou qu'on n'est pas dans un cas de risque minimal. Il y a souvent des recommandations qui vont être faites aux chercheurs. Nous, au comité d'éthique de la recherche du Cégep de l'Outaouais, on a souvent fait des recommandations. Ou même, des fois, c'est plus que des recommandations, c'est des obligations. C'est-à-dire qu'on dit, si vous voulez passer la recherche au Cégep de l'Outaouais, si vous voulez avoir votre certification éthique, on vous donne votre certification éthique, mais à condition que vous respectiez certaines conditions qui visent à diminuer le risque. Par exemple, on va, et ça nous est déjà arrivé, d'imposer des ressources d'aide disponibles directement. Donc, de dire, par exemple, on veut, par exemple, que les personnes qui passent la recherche, si, par exemple, ils ont un malaise, que ce soit physique ou psychologique, là, dû à la passation de la recherche, parce que, par exemple, on fait une recherche par exemple, sur les violences à caractère sexuel, ce qui a déjà été le cas là, au Cégep de l'Outaouais, on a déjà eu une recherche là-dessus. Ben, quand les gens passent la recherche, font le processus de répondre, par exemple, au questionnaire, on exige qu'il y ait des ressources qui soient disponibles directement. Hein, et pas, tu sais, appelle ton CLSC, là. Ah ouais, ben bonne chance, là. Parce qu'avoir accès à un psychologue, ça prend 12 mois ou des fois plus, 24 mois, là, là, on veut qu'il y ait des ressources sur place pour au moins avoir un suivi puis pouvoir évaluer le risque directement. Ou s'il y avait, par exemple, des recherches impliquant là, vraiment la biologie, il faut qu'il y ait un médecin. Hein, il faut qu'il y ait un professionnel de la santé, une infirmière, dépendamment le risque, mais qui peut intervenir directement. Donc, lorsqu'il y a la collecte de données, on va parfois demander qu'il y ait des professionnels qui soient là, qui encadrent. Okay?
Les ressources d'aide disponibles directement, ça peut être une ligne d'écoute là, qui n'est pas sur place, mais qui est là, qui est disponible. Donc, on va dire, ben, faites-le passer à telle heure, puis assurez-vous que les personnes puissent appeler à cette ligne-là. Tu fais une recherche sur le suicide, y a-tu des ressources pour la personne directement? OK? Mais ça peut être aussi, mais on veut qu'il y ait un encadrement. On veut que, par exemple, la personne qui soit là, qui fasse passer le questionnaire, soit là sur place. Ce ne soit pas juste un questionnaire en ligne, par exemple. Mais qu'elle soit là sur place et que si c'est par exemple des entrevues, ben, que ce soit un psychologue, quelqu'un qui est formé en psychologie, qui fasse les entrevues, donc qui puisse intervenir au besoin. Changement des conditions d'expérimentation, bon, on pourrait par exemple demander que plutôt que la passation, qu'il y ait une passation en ligne, que ce soit une passation dans un lieu physique donné, où justement il y a des professionnels qui sont là sur place. Donc ça serait possible. On veut changer les conditions d'expérimentation un petit peu, soit le lieu ou la façon de faire du chercheur. Il peut nous arriver aussi de demander d'ajouter des critères d'exclusion. Par exemple, on pourrait demander qu'on ait des critères d'exclusion où on n'accepte pas les personnes mineures. OK, on va dire, ben oui, fais ta recherche, mais pas avec des personnes mineures. Ou oui, fais ta recherche, mais pas avec les personnes qui sont sous ton autorité. OK, donc tu n'as pas le droit d'avoir dans ton échantillonnage des gens qui pourraient participer à la recherche, mais qui pourraient avoir des avantages ou des inconvénients à participer à la recherche, clairement. Donc, on va pouvoir ajouter des critères d'exclusion, là, au fond, dans l'échantillonnage. Okay? Et si, par exemple, il y a des dangers psychologiques graves, ben là, on va dire, ben, tu sais, pas des personnes mineures ou pas des personnes de telle communauté. Enfin, ça serait à voir, là, mais bon. Parfois, c'est des changements demandés sur le formulaire de consentement où on explique mieux le risque. Donc là, vous voyez, on peut vraiment là, y aller. Euh, on dit, bon, qu'on accepte le risque, mais il faut que le risque soit plus clair. Il nous est déjà arrivé de demander à des gens d'expliquer le risque de façon beaucoup plus claire sur le formulaire de consentement. Puis aussi, sur le formulaire de consentement, d'inscrire les ressources directement. Okay, pour que la personne ait avec elle les ressources, etc. On peut demander aussi des changements dans la procédure de recrutement. On peut aussi demander des changements par rapport au respect de la confidentialité. Où vont être conservées les données, par exemple, par qui va avoir accès. Si par exemple on se rend compte que toute l'équipe de recherche a accès aux données, puis c'est une très grosse équipe de recherche, ça veut dire que tout le monde pourrait savoir à peu près qui. Mais là, on va demander, là, vraiment, on peut demander qu'il y ait juste le chercheur principal, par exemple. Okay? Si, disons, on fait, c'est une recherche, puis ben, ceux qui participent à la recherche, je veux dire, sont connus des chercheurs, etc. On ne veut pas que par croisement de données, on puisse identifier les personnes. Donc, évidemment, ben là, la confidentialité des données peut être très importante dans les risques sociaux et même parfois économiques d'une recherche. Fait qu'on va s'assurer là, de la confidentialité. Puis ça va nous mener d'ailleurs là, à notre prochain principe, le principe de justice, qui est un principe extrêmement important aussi. Okay? On est encore là dans une norme. Donc, évidemment, tout à l'heure, la norme visait à préserver la liberté et l'autonomie. Ici, on est plus dans l'égalité. Okay? Et donc, évidemment, l'égalité ici, c'est que tout le monde doit être traité de façon équitable. Bon, évidemment, il y a équitable puis équitable. Là. Parfois, prenons un cas, là, si on teste un nouveau médicament, par exemple, pour le cancer, disons. On ne ferait pas ça au cégep normalement, là, mais mettons. Le comité d'éthique clinique, le comité d'éthique de la recherche, pardon,
Ben, c'est très bien qu'il va y avoir vraiment là, un groupe cible, là, puis il va y avoir aussi un groupe témoin. Ça veut dire que d'une certaine manière, là, il y a un groupe choisi au hasard qui va profiter du nouveau traitement, puis un groupe qui n'en profitera pas pour voir la différence, hein, les effets du traitement. Mais là, on n'a pas le choix de faire ça. Donc, c'est sûr que d'une certaine manière, parfois, il peut y avoir un peu, le principe de justice. Quelqu'un pourrait dire, ouais, mais moi, dans le fond, je participe à la recherche, je peux le traitement, c'est injuste, oui, mais c'est un peu les règles de la recherche. Maintenant, bon, ben, comment on va choisir qui a le traitement? Ben, ça devrait être, par exemple, on pige au hasard. On ne choisit pas, ben, toi, t'es mon ami, mettons. Hein? On ne fait pas ça. OK? Donc, il faut s'assurer que les règles sont les mêmes pour tout le monde. Maintenant, parfois, on peut avoir un traitement différencié. Et ça, ben, c'est l'équité. Là. Je veux dire, la justice, vous avez peut-être déjà vu ça dans vos cours d'éthique, là, mais dans la justice, on va respecter les règles également pour tous, mais le principe d'équité, parfois, va exiger un traitement un peu différencié pour certaines personnes là, dans la recherche, dans la passation de la recherche comme telle. S'il y a des populations vulnérables, par exemple, etc., on va peut-être essayer de les accommoder. Okay? Euh, bon. Évidemment, ici, le principe de justice vise à protéger ceux qui participent à la recherche, pour pas qu'il y ait de préjudice, n'est-ce pas? Ou qu'il y ait trop d'avantages. Mais aussi ceux qui ne participent pas, ceux qui décident de ne pas participer à une recherche, ne devraient pas, comme tels, subir des préjudices sociaux. Alors, on en a parlé un petit peu, c'est un petit peu lié à l'évaluation du risque aussi. C'est pour ça qu'on voit ce principe-là à la fin, parce que ça résume un peu beaucoup de choses. Là. Mais si par exemple quelqu'un est dans une équipe qui a une recherche, qui décide de ne pas participer à la recherche, il ne devrait pas avoir, par exemple, des conséquences sur sa réputation, sa progression professionnelle, son salaire, etc., etc., etc. Okay? Si on participe à une recherche en pédagogie dans une classe, qui arrive souvent ici au Cégep de l'Outaouais, ben, les personnes qui participent normalement ne devraient pas avoir des avantages excessifs. Par exemple, je sais pas, le double du temps pour faire leur évaluation finale, parce qu'ils ont participé à la recherche, puis là, la recherche, elle exige ça. Là, ils n'ont plus les mêmes conditions d'évaluation. Ben, ouais, là, on va dire, ben là, il y a comme un préjudice, quoi, je veux dire, avec ça, là. Donc, tant ceux qui participent pas, ne devraient pas, on devrait garder une équité, OK, toujours. Et des fois, ben, c'est ça, faut évaluer, OK? Bien sûr, quand on a une population vulnérable, on le sait que les populations vulnérables, parfois, peuvent être justement portées, justement, ils pourraient. Disons que l'injustice a tendance à se reproduire là, dans les sociétés, dans les institutions. Et donc, si on fait des recherches sur des populations vulnérables, ben évidemment, il faut qu'on s'assure que ces populations vulnérables-là n'ont pas de préjudice à participer à la recherche comme telle et que finalement, on respecte le principe de justice avec eux. Euh, Par exemple, qu'ils participent à la recherche de leur plein gré. Okay? Et qu'ils ne participent pas pour sortir de leur situation de vulnérabilité, par exemple, ou simplement pour avoir des avantages comme tels. Okay? Évidemment, l'échantillonnage, dans ce cas-là, doit être justifié par les fins de la recherche et non pas autre chose. Okay? euh, Ça peut paraître particulier là, comme élément, mais pour que la justice soit respectée, euh, par exemple, si on fait des recherches sur la réussite, ben, on doit prendre tout l'échantillonnage, puis on ne doit pas profiter de la recherche pour favoriser un groupe par rapport à l'autre. Évidemment, il y a tellement de cas d'espèces, mais c'est des questions qu'on doit se poser toujours.
Est-ce qu'il y a des gens qui subissent des préjudices? Est-ce qu'on reconnaît l'égalité des personnes à travers cette recherche-là? Est-ce qu'il y a des dangers pour l'égalité des personnes aussi, tant ceux qui décident de participer à la recherche que ceux qui décident de ne pas y participer? OK? Et finalement, un élément qui est très important à vérifier pour ça, c'est la confidentialité des données. Euh, Parce que si les données ne sont pas confidentielles, il peut y avoir des préjudices. Qu'est-ce que le chercheur va faire avec ces données comme telles? OK? Où vont se retrouver les données? Qui fait la recherche? Si on fait des recherches, puis c'est qui? Ces données-là sont utilisées comment exactement? N'est-ce pas? Euh, Pourraient être utilisées à d'autres fins. Si on fait des recherches génétiques, puis après ça, ben, les données se retrouvent dans les mains des compagnies d'assurance, puis sont capables de savoir que c'est vous, vous comprenez, c'est un cas excessif, mais c'est pas absolument impensable. Ben, ça peut reporter des préjudices parce que, oh, on voit que vous avez telle disposition à telle maladie, puis on ne veut plus vous assurer, par exemple. OK? Donc, évidemment, quand on fait une recherche scientifique, quand on participe à une recherche scientifique, il ne faudrait pas que nos données se retournent contre nous parce qu'ils sont mal utilisés. OK? Donc, la confidentialité des données, c'est un point extrêmement important. OK? Euh, les participants ont le droit à leur vie privée. Ils participent à une recherche. Parfois, la participation à une recherche peut être l'occasion de révélations que les participants n'ont pas décidé de révéler au grand jour à tout le monde, n'est-ce pas? Donc, il faut absolument qu'il y ait dans la recherche une protection de la vie privée. Et ça, ben, c'est la protection des données. Et on doit toujours se demander qui va avoir accès aux données, où vont être les données. Si quelqu'un va se on ne veut pas que, par exemple, quelqu'un puisse perdre, je ne sais pas moi, sa clé USB. Puis là, tu runs ça juste sur une clé USB. Puis là, quelqu'un trouve la clé USB, puis trouve des données personnelles sur les gens. On ne veut pas ça. Ça, c'est sûr. Donc, il faut absolument qu'on voit où vont se retrouver les données. Faut que si c'est papier, il faut que ça soit verrouillé. Faut que l'ordinateur, si c'est dans un ordinateur, il faut que ça soit protégé. Euh, on- Tout doit être protégé. Le formulaire de consentement, les réponses, les retranscriptions d'entretien. Des fois, c'est des entretiens. Des entretiens où les gens se révèlent dans la recherche qualitative. C'est des entretiens où les personnes se révèlent, n'est-ce pas? Et donc, on ne veut pas qu'on puisse trouver ça. Donc, c'est extrêmement important. Des enregistrements vidéo, tout ça doit être protégé comme tel, ne doit pas être disponible, doit être difficilement accessible, doit être, au fond, inaccessible à toute autre personne que le chercheur lui-même. OK? Et on demande toujours de prévoir dans le processus de recherche la destruction des données. OK? Quand, les données, on va dire, ben, OK, tu vas garder ces données-là pour faire ta recherche, mais à partir d'un certain moment, tu dois les détruire. OK? Parce que là, à un moment donné, ça reste dans un classeur. Bon, le chercheur prend sa retraite après 5-6 ans, puis ça reste là, ou bon, puis là, quelqu'un d'autre trouve ça. Donc, vraiment, il faut qu'il y ait faut prévoir dans le protocole de recherche la destruction des données pour pas que les données se retrouvent dans les mains de personnes qu'on ne voudrait pas qu'ils se retrouvent. OK? Il y a des questions importantes à poser par rapport aux données. Par exemple, qui aura accès aux données? C'est important parce que si on fait des données, on fait des recherches, par exemple, dans une institution, puis la direction a accès aux données, ben, là, on se dit, ouais, la direction a accès aux données. Puis mettons, on prend au cégep, puis on fait une grosse recherche là, sur l'implication des professeurs dans la réussite. Mettons.
Puis là, ben, les professeurs qui participent à ça, il faut qu'ils sentent qu'ils puissent vraiment dire la vérité pour que la recherche soit bonne. Mais là, si c'est la direction des études qui a accès aux données après, elle pourrait s'en servir contre les profs. Donc, non. Faut que ça se faut pas qu'il y ait un supérieur hiérarchique qui ait accès aux données. OK? Faut que le chercheur, c'est pour ça que souvent on ne veut pas que le chercheur ait une posture hiérarchique par rapport à ceux qui font la recherche. Et c'est pour ça que c'est la deuxième question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en situation de pouvoir qui a accès? OK? Quel usage peut être fait de ces données-là? Souvent, on demande pour avoir la certification éthique, est-ce que vous allez utiliser les données à autre chose? On ne veut pas que, par exemple, que les chercheurs commencent à vendre les données. Parce que les données peuvent valoir cher, là, des données sur des populations. Là. OK? Il y a des chercheurs qui pourraient, des chercheurs universitaires qui pourraient utiliser, par exemple, les données en cognition et vendre ces données-là, par exemple, à des compagnies de publicité. Quel usage? Ben, OK. Est-ce que vous allez uniquement utiliser ces données-là, okay, dans le cadre de cette recherche-là? Il faut encadrer l'usage des données. Okay? On demande aussi, est-ce que ça pourrait être utilisé dans des recherches ultérieures? Puis des fois, ben oui, les chercheurs disent oui, on va collecter des données, on a nos hypothèses, on va collecter les données, mais si jamais nos hypothèses sont infirmées ou que ça nous aiguille sur des nouvelles hypothèses, on pourrait réutiliser les données. Mais dans ce cas-là, on va regarder là, vraiment à quelle fin, est-ce qu'il y a des risques, est-ce que c'est un risque minimal, etc. Mais on veut quand même que les données soient protégées pour protéger aussi comme tel le consentement. Parce que la personne qui a accepté de participer à une recherche, elle a accepté de participer à cette recherche-là, n'est-ce pas? Elle n'a pas accepté de participer à toute recherche éventuelle avec ces données-là. Si c'est des données sensibles sur la personne, ben, peut-être qu'elle elle aurait dit non à une autre recherche. Mais ça, normalement, ben, ça va dépendre. C'est un peu du cas par cas, là, si c'est possible. Autre élément très important, et ça l'arrive, là, est-ce que c'est possible d'identifier un participant par un croisement d'informations? On fait une recherche qualitative. Hein. Dans les recherches qualitatives, on n'a pas nécessairement des grands échantillonnages. Là, on peut avoir 10 participants, mettons, dans une recherche qualitative où on fait des entrevues, là, quand même mettons, des entrevues semi-dirigées. Ben là, évidemment, là, si on fait ça, puis on a 10 participants, puis que là, ben, on publie avec des extraits. Puis là, ben, par croisement de données, les gens qui connaissent les personnes un peu, ben, ils sont capables d'identifier les personnes. Mais là, ça ne marche pas. On peut pas, il faut faire attention à ça. Ça peut arriver que par des croisements de données, on est capable d'identifier les personnes qui ont dit des choses. Par exemple, il y a juste une personne de 65 ans et plus. On va dire, par exemple, la personne de 65 ans et plus. Ça, c'est un cas excessif, là. Mais des fois, c'est beaucoup plus subtil que ça. Et donc là, la confidentialité de la personne est plus protégée. Okay? Et des fois, dans des recherches qualitatives, les gens se révèlent. Ah, j'ai vécu telle chose, telle chose, telle chose. Puis là, bien évidemment, on dit, ah, mais dans mon village, bon, j'ai vécu ça. Puis bien là, croisement de données, il y a juste 2 personnes qui venaient d'un village. On est capable, ah, ben, on parle de mon frère dans un village, puis il y a juste une personne qui avait un frère et qui vivait dans un village. Bon, on est capable d'identifier la personne. OK? Et donc, ça, c'est important de s'assurer que ça ne sera pas possible d'identifier les personnes par croisement de données. Okay? Une fois qu'on a évalué tout ça, si les données sont bien protégées, bon, on peut finalement donner la certification éthique. On donne la certification éthique quand finalement, grosso modo, les principes de respect de la personne, hein, du bien-être de la personne, le souci du bien-être de la personne, puis de justice, sont respectés ou on considère que c'est acceptable le protocole de recherche de façon telle qu'on ne craint pas trop. OK? Donc, si on conclut,
Le comité d'éthique de la recherche, évidemment, il ne peut pas évaluer tous les aspects éthiques de la recherche. On l'a vu, l'intégrité du chercheur, etc. Bon, ben là, même des fois, des éléments méthodologiques, c'est pas à nous, comme tel, d'évaluer ça, mais des fois, on a des réserves, là, OK? Mais d'une certaine façon, nous, on regarde le protocole de recherche. Les procédures mises en place dans la recherche. Est-ce que ça respecte l'autonomie des personnes, leur liberté, leur bien-être? Est-ce qu'on a un souci du bien-être? Est-ce que l'égalité des personnes est préservée? Okay? Donc, la justice comme telle. Mais pour ce faire, il y a certaines conditions qui sont absolument obligatoires. Par exemple, il faut que les participants de la recherche aient donné un consentement qui soit libre et éclairé. Quand on participe à la recherche, on doit connaître donc le risque, on doit savoir dans quoi on s'embarque, puis on doit être suffisamment autonome et suffisamment libre pour prendre une décision qui est libre et éclairée. Puis on doit aussi s'assurer de la confidentialité des données. Ça, c'est absolument nécessaire. Parce que la confidentialité des données pourrait impliquer un risque. Et c'est pour ça que c'est aussi nécessaire de faire une évaluation du risque. OK? Pour le comité. Est-ce qu'il y a des préjudices possibles sur le plan de la santé pour le participant? Si oui, comment on peut les atténuer? Est-ce que c'est trop important, etc.? Si c'est trop important, on dit non. Mais si c'est des risques qui sont acceptables, on essaie de les atténuer le plus possible. Par toutes sortes de stratégies. On donne soit des recommandations ou parfois des prescriptions, des obligations au chercheur s'il veut s'il veut avoir sa certification éthique. Puis, est-ce qu'on a des préjudices socio-économiques qui pourraient advenir, qui pourraient avoir... Est-ce que le fait de participer à la recherche pourrait avoir des préjudices socio-économiques? Ça aussi, on va évaluer ça. Puis, s'il y en a, ben, on va essayer de les limiter au minimum, voire de complètement de les éliminer. Puis, ben, comme on l'a vu, il y a plusieurs moyens là, okay, d'atténuer ces risques-là. Alors, une fois qu'on a tout évalué ça, dans le comité d'éthique de la recherche, on a une discussion et c'est très bien parce que ça ne relève pas d'une seule personne. Hein? C'est plusieurs personnes qui examinent, qui discutent ensemble et qui, par la discussion, par une éthique de la discussion, okay, où là, on évalue, on délibère, on arrive à un consentement entre nous, à un consensus si possible. Et il arrive que parfois, les comités d'éthique de la recherche ne s'entendent pas exactement. Okay? Et parfois, c'est parce qu'on n'a pas la même population. Comme par exemple, nous, au Cégep de l'Outaouais, ben, on a des gens mineurs, alors que peut-être qu'une université peut donner je veux dire, la certification éthique à une recherche parce que c'est toutes des personnes majeures. Mais nous, au Cégep, on a plus de réticence et on va changer les conditions d'expérimentation. Ou par exemple, si dans l'Outaouais, ben, les ressources en santé ne sont pas trop disponibles. Donc, ça peut avoir un effet. Okay? Et donc, on va faire d'autres recommandations. Donc, c'est dans chaque institution là, qu'on l'examine au cas par cas. Et quand un étudiant fait une petite recherche, évidemment, il ne passe pas par le comité d'éthique de la recherche, là, c'est bon. Mais quand un étudiant, par exemple, au Cégep veut faire une recherche, il doit quand même s'assurer vraiment du respect de la liberté, de l'autonomie. Il doit s'assurer qu'il n'y a pas des risques trop importants à sa recherche. Puis, il doit s'assurer qu'il n'y a pas des préjudices. Donc, le principe de la justice est respecté. J'espère que cela vous a éclairé. Je vous remercie beaucoup. Mon nom est Simon Baudouin. Je suis enseignant en philosophie. Je me présente à la fin. J'ai été pendant longtemps sur le comité d'éthique clinique de la recherche. Et j'espère que cette petite présentation vous a plu et vous a éclairé. Merci beaucoup. Au revoir.